Bonsoir à tous. Une petite dernière pour terminer. Euh, Jacques Barrault, je suis le cofondateur et directeur général de Grand Sail. Euh, tout ce qui a été dit avant était effectivement assez intéressant, assez pertinent. Et je vais essayer aussi de réexprimer quelques-uns des sujets, peut-être d'une manière un peu différente. Mais et puis après, on passera une petite vidéo du bateau Grand Sail, notamment, histoire de partir un peu en mer. En fait, je voudrais quand même commencer par une prise de conscience. Ça fait quand même à peu près 150 ans qu'on vit dans ce que moi j'appelle la parenthèse enchantée de l'économie pétrole. Et parce que le pétrole est totalement magique, finalement, au regard du service rendu. Alors évidemment, il y a plein d'inconvénients, de pollution, de réchauffement climatique, etc. Mais il faut quand même avouer qu'on s'est habitué à cette espèce de produit totalement miraculeux qui permet de pousser des voitures, des bateaux, des bulldozers, de nous chauffer, enfin, de faire plein de choses. Et pourtant, il va falloir à un moment donné s'en passer. Ça va demander un petit peu de courage, hein, un peu de volonté, mais il va bien falloir qu'on y arrive un de ces jours. Euh, Quelque part, ce pétrole aussi, durant les dernières décennies, nous a aidés à bâtir une économie qui est un peu l'économie du toujours plus, donc plutôt une économie quantitative. C'est un peu l'économie d'après-guerre où on a construit, donc grâce au pétrole notamment, hein, mais pas que, et donc on s'est développé à l'échelle de tous les pays mondiaux à une vitesse totalement incroyable, hein, avec cette fameuse croissance du PIB, qui évidemment s'est traduit mécaniquement par une décroissance environnementale majeure, mais voilà, on a fait croître notre PIB, ça, on a été plutôt très très bon là-dessus. Et on est quand même petit à petit en train de prendre conscience, évidemment, que la planète a un petit peu de plus en plus de mal, en tout cas, à fournir des services, hein, pour alimenter cette fameuse économie qu'on pensait pouvoir faire évoluer un petit peu à l'infini. Le sujet, je pense, dans les années à venir, va être finalement de savoir comment on va être capable de passer d'une économie plutôt quantitative, l'économie de toujours plus, vers une économie plutôt qualitative. Et j'ai une manière, en tout cas, de le présenter qui serait effectivement de commencer déjà par casser un petit peu ce qu'on a fait dans les années 90-2000, en clair, relocaliser, mais relocaliser vraiment, quoi. Et le faire évidemment à l'échelle de chaque pays. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est que la relocalisation permet du coup, effectivement, de moins avoir besoin de transporter tout et surtout n'importe quoi autour de la planète. Et ça, je pense qu'on en est également un peu tous conscients quand même. Et qu'en trois, on apprenne également à produire des objets de qualité. Alors, les objets de qualité, c'est surtout en termes de durabilité. Je vais prendre un petit exemple, parce que je suis certain que tout le monde a déjà vécu cette expérience, hein, de la pince à linge qui vous reste dans les mains et qui tombe par terre en morceaux parce qu'elle vient de casser, et on la prend et on la met à la poubelle. On a donc acheté un objet de très mauvaise qualité, une durée de vie quasiment insignifiante, qu'on a quand même payé au passage, donc quelque part on s'est quand même un peu fait arnaquer, hein, faut se le dire. Alors que je pense qu'aujourd'hui, en 2024, on saurait raisonnablement faire des pinces à linge qui durent 1000 ans, hein. Ça, c'est pas un problème. Bref, essayer de construire des objets de qualité qui durent longtemps, puisqu'un objet qui dure longtemps génère une pression environnementale qui est beaucoup plus faible que son équivalent jetable. Ou dans le domaine alimentaire, plutôt favoriser des alimentations qui ne dégradent pas l'environnement. Donc on va essentiellement parler de bio, on va parler d'agroforesterie, des choses comme ça. On parle de changements quand même assez profonds sur la manière de produire. Mais en tout cas, les solutions sont plutôt évidentes et sont plutôt celles-là. Et en quatre, et c'est peut-être le plus difficile, c'est en fait nous tous sommes des consommateurs, parce qu'on nous traite souvent de consommateurs, hein, voilà, c'est un peu réducteur, mais bon, c'est comme ça. Il faut que les consommateurs apprennent également à consommer moins, à consommer mieux. Ça a déjà été dit, évidemment, et c'est tout à fait nécessaire. Donc, au final, tout ça revient à passer de cette économie plutôt quantitative à l'économie qualitative. Il y a un aspect, en revanche, qui devrait faciliter cette transition, c'est de garder du plaisir dans l'équation. En clair, quand on va s'acheter les 10 t-shirts faits chez Shine, qui au bout de deux-trois lavages sont totalement foutus et finissent à la benne, pour 50 euros, on va aller s'acheter, allez, disons, deux t-shirts faits plus localement à 50 euros également. Donc cette notion de décroissance économique est quand même à vérifier et qui vont durer beaucoup plus longtemps. Et le plaisir, du coup, est plutôt un plaisir non pas quantitatif de cette pile de t-shirts, mais un plaisir plutôt qualitatif d'avoir acheté deux beaux objets qu'on va pouvoir garder, qui, oui, sont plus sympas même à porter, et voilà, qui vont durer, mais c'est une durée qui est intéressante, qui est palpable et où le plaisir est toujours là. Je peux vous assurer que si on part sur des principes trop durs,
sans plaisir, il y a à peu près 5% de la population qui va suivre, hein, et donc 95% qui ne va pas bouger. Donc on a besoin, si on veut effectivement que notre manière de consommer, de produire, de transporter, etc., évolue vraiment, il faut quand même essayer de le faire d'une manière un peu plaisante. C'est pour ça, je voulais en venir à grain de sel quand même, un petit peu, qu'à l'origine, on a créé l'entreprise autour du café et du chocolat. Alors pour une raison bien simple, c'est que nous, on venait plutôt du secteur maritime, des énergies marines renouvelables. Et donc, on voulait développer un bateau bas carbone. Bon, donc, on en vient vite à cette notion de voilier cargo, évidemment. Sauf qu'après, la question qui suit, c'est toujours la même, hein. Comment on fait pour payer tout ça? Et c'est là où on s'est dit, est-ce qu'on ne pourrait pas internaliser une bonne partie de notre besoin de transport en développant une activité autour du café et du chocolat? Petit détail intéressant, on n'y connaissait absolument rien, ni en café, ni en chocolat. Donc, maritime, ça allait à peu près, mais sur les notions de produits agroalimentaires, c'était une grande découverte pour nous. Mais bon, on s'est quand même lancé dans cette opération. On a commencé par le café en 2013, qui était finalement le produit le plus facile à maîtriser. Café, c'est une cuisson, à la limite, en 2-3 jours, vous êtes tous torréfacteurs, si vous voulez. On s'est attaqué après en 2016 à un sujet qui en revanche est beaucoup plus compliqué, et ça je peux vous assurer qu'il y a vraiment de quoi s'arracher les cheveux. Le chocolat, ça paraît tout gentil comme ça une tablette, mais je peux vous assurer que c'est un petit peu l'enfer, surtout quand au début on n'y connaît rien. Mais bon, on y est arrivé au fil des années et ça nous a permis, avec le chiffre d'affaires qui a évolué, de pouvoir financer le premier navire Grain de Sel 1, qui était un navire de test, évidemment, 24 mètres, hein. Vous qui êtes un peu dans le monde de la marine, 24 mètres, c'est un petit peu ridicule. En revanche, ça nous permettait d'avoir un investissement maîtrisé de 2 millions à peu près, qui nous a permis de limiter le risque industriel, hein, sur ce premier navire et de vraiment emmagasiner de l'expérience. Et Julia, qui est dans la salle, qui a navigué beaucoup sur Grand Saint-Hélène, peut en témoigner. C'est un navire qui s'apprend, c'est une manière d'opérer qui s'apprend au fil des rotations. Et là, je peux vous assurer que Julia, au passage, en niveau voile, il n'y a pas grand monde qui la dépasse. Donc, bravo. Ça ira comme ça? Non, mais vraiment, je vous assure. Et on sera très heureux d'ailleurs qu'elle revienne dans l'armement en fin d'année. Et donc, ça nous a permis un peu plus tard donc, de démarrer la construction de Grand Cell 2, donc qui était un navire 2 fois plus long, 52 mètres cette fois-ci, dont on va voir une petite vidéo après, et donc d'opérer en transatlantique pour faire à la fois nos exportations donc, de produits français, puisque c'était nos chocolats, mais pas que, hein. On a également ouvert nos cales à d'autres chargeurs, hein, et pouvoir évidemment rapatrier nos matières premières pour nos besoins de production de café et de chocolat. Euh, donc, ceci étant dit, bon, quand on a expliqué un petit peu tout ça, donc on en vient à cette société qui combine de l'agroalimentaire et du maritime, qui nous a du coup généré une puissance de marque assez étonnante, puisque du coup, en achetant une tablette ou du café, ben, on achète un peu plus que le produit. On achète aussi l'aventure maritime, tous les aspects environnementaux, sociaux, etc. Et c'est ce qui nous a permis d'avoir ce développement finalement très rapide, hein, et de pouvoir prendre des parts de marché. Je précise, prendre des parts de marché et non pas créer un nouveau marché. C'était important pour nous. On ne voulait pas rajouter des produits sur les produits. Et c'est ce qui a généré vraiment le succès de Grand Sail au fil des années. Alors après, j'ai souvent la question de journalistes qui me demandent, mais du coup, est-ce que les navires Grand Sail ou leur équivalent, donc ce sont des purs voiliers, hein, je le précise, hein, moins 90% d'économie carbone, hein, est-ce que ces navires pourraient être la solution et remplacer les navires existants? La réponse, elle est clairement non. Mais un gros non, un énorme non, c'est pas possible. On est sur des navires qui sont plus petits, qui ont des capacités de transport plus réduites forcément, qui ont en revanche une empreinte environnementale du coup beaucoup plus intéressante, au-delà des gaz à effet de serre, hein. C'est moins de pollution et moins de bruit, même au niveau des écosystèmes, donc c'est effectivement plutôt sympa. Mais ça ne peut pas répondre aux besoins de transport actuels. Et pour une bonne raison, c'est que si on ne réussit pas le deuxième point qui était après la relocalisation, de baisser nos besoins de transport, tout ce qu'on fait n'aura absolument aucun sens. Donc il va bien falloir trouver des moyens dans les années à venir, hein, de calmer un petit peu le jeu sur les produits qu'on transporte de manière internationale. Et c'est ça, en fait, favoriser quelque part la qualité des produits, c'est éviter d'aller trimballer effectivement les tonnes de t-shirts de chez Shine ou de... C'est pas le Loom, non? C'est l'autre. Ah, Loom, mais c'est le bon celui-là, c'est le gentil. Voilà. C'est Donc il y a l'autre. le méchant et le gentil. Donc voilà, c'est à un moment donné, si on veut notamment respecter les critères de l'OMI, qui sont quand même plutôt impressionnants, voire très contraignants, un zéro émission nette en 2050, ça va pas se faire comme ça. Il est très clair que si on laisse la croissance continuer telle qu'elle est,
On va se retrouver avec une flotte de navires en 2050 qui sera peut-être 2 fois plus élevée que celle d'aujourd'hui, et donc avec très probablement des émissions de gaz à effet de serre qui seront encore plus élevées qu'aujourd'hui. Donc non seulement on ne sera pas à zéro, on sera peut-être à plus 100%. Belle perf. Donc il est grand temps aujourd'hui de revoir un petit peu l'équation globale. Il ne s'agit pas de le faire dans la douleur une fois de plus. Ça va être un peu compliqué, puisqu'en fait, il faut qu'on change nos habitudes, hein, ça c'est très clair. Mais pour sortir de cette économie carbone un peu massive, hein, il va aussi falloir modifier nos comportements d'achat, de production, de transport, etc., etc. Si on oublie ça, si on base toutes nos réflexions sur la technologie, ou même que sur le droit, parce que le droit, évidemment, a son rôle à jouer là-dedans, ou les fameux labels, d'ailleurs, qui, effectivement, s'affichent de plus en plus, hein. C'est un peu comme la confiture. Moi, on en a, puis on les étale, mais oui, c'est vraiment du comportement fondamental qu'il va falloir faire évoluer. Et c'est essentiel de comprendre ça, sinon tout ce qu'on dit aujourd'hui ne sert pas à grand-chose, quoi. Après, je peux vous assurer que naviguer sur un navire à voile, Julia vous le dira, c'est plutôt sympa. C'est très cool, hein. Ça fait moins de bruit, c'est intéressant, ça permet de faire de la voile avec un objectif qui n'est pas que la course au large, qui n'est pas que de gagner une course. Il est de transporter des matières premières, de le faire bien, avec soin, mais ça nous contraint. On a des fois des clients chargeurs qui sont étonnés que le coût du transport maritime en bas carbone, donc avec nos voiliers, soit plus cher en fait que le transport classique. Donc là, on fait un petit peu de pédagogie, on leur dit, parce qu'eux, ils pensent qu'à partir du moment où on a du coup des factures de gasoil très réduites, c'est forcément moins cher. Donc ça, c'est le raisonnement un peu simpliste, mais hélas, il se fait qu'un navire à voile, prenons l'exemple de Grain-Celle 2, on a fait l'exercice, Grain-Celle 2 a coûté 10 millions d'euros. Son équivalent au moteur, même capacité d'emport, 5 millions. Un navire à voile en OPEX, hein, sur les charges opérationnelles annuelles coûte plus cher que son équivalent au moteur également. Et comme on veut faire des purs voiliers très efficaces en économie carbone, vous imaginez bien qu'on est obligé de se limiter un petit peu en taille. Essayons de raisonner sur un porte-conteneur de 300-400 mètres avec des voiles. Il faudrait mettre des poteaux de 300-400 mètres, des voiles qui seraient des terrains de foot. Le tir en dos, j'en parle pas. Il rentrerait pas dans les ports. Il passerait pas sous les ponts non plus au passage, hein, ou avec un petit peu d'élan. Et donc on voit qu'on se retrouve très limité. Si on voulait décarboner un porte-conteneur aujourd'hui, la seule vraie solution, ce serait de le passer au nucléaire. Donc là, après, chacun voit, hein, mais à mon avis, ça risque d'être un peu complexe, hein. Donc, naturellement, bah, c'est un petit peu tout ce qui nous arrive d'ailleurs en ce moment, de cette prise de conscience. On voit que si on veut devenir un petit peu plus compatible avec les enjeux planétaires, eh ben, en fait, il faut devenir raisonnable. Incroyable, c'est pourtant ça. Donc, il va falloir accepter de sortir de la parenthèse enchantée en devenant juste un peu plus raisonnable. En clair, limiter la pression qu'on exerce sur l'environnement et développer des entreprises qui sont bien campés sur trois piliers fondamentaux, qui sont l'économie d'entreprise, et je le mets en un volontairement, et ce n'est pas un gros mot, une entreprise doit faire de la rentabilité, puisque sinon une entreprise qui n'est pas rentable n'est pas durable au sens strict. Une entreprise doit également être bien en équilibre avec le pilier environnemental, évidemment, au sens large. Ce n'est pas que les bilans carbone, c'est aussi la biodiversité, la pollution de l'eau, l'artificialisation des sols, le cycle de l'azote et du phosphore, hein. Je vous recommande de regarder la théorie du donut. Les limites planétaires sont extrêmement intéressantes et qui sont un fil conducteur imparable pour toute entreprise qui veut vraiment faire les choses de manière exhaustive. La théorie du donut, vous allez voir, c'est du gâteau. Et le troisième, évidemment, pilier, bah, c'est l'aspect social, hein. Et pourquoi l'aspect social? C'est à la fois par rapport à l'interne, correctement payer ses salariés. Il faudrait juste rappeler que quand on paye quelqu'un au lance-pierre et que le vin du mois, il ne sait pas trop comment finir pour manger ou s'abriter, il n'en a absolument rien à faire de l'environnement. Donc si on n'est pas également correct au niveau social, il n'y a aucune chance que la globalité de la population s'intéresse à l'environnement. C'est la pyramide de Maslow, hein, pour ceux qui connaissent un peu. C'est une évidence de le dire, mais il faut le dire quand même. Donc les entreprises d'aujourd'hui, les entreprises du 21e siècle, devraient se rééquilibrer sur ce trépied et non pas faire ce qu'on a fait pendant des décennies après-guerre, c'est de tout miser sur la rentabilité et en oubliant l'environnement et les hommes. Donc voilà. Je vous montre quelques images. Bon, café, chocolat, ça va aller vite. Nos tablettes, poum, les cafés, tchoum.
le territoire commercial, allez, un petit peu de bateau. Grain de Sélin, le premier du nom, 24 mètres, 50 tonnes de capacité d'emport, donc totalement ridicule, mais extrêmement intéressant pour apprendre et opérer un navire. Je rappelle qu'on est également commission de transport, hein, donc on est commissionnaire, hein, ce qui fait que ça nous a permis petit à petit d'apprendre à opérer un navire de bout en bout. On a du coup, quelques années plus tard, sorti Grand Sail 2, donc qui est un navire plus imposant. Alors pour des voileux, hein, un navire de 52 mètres, c'est un beau morceau quand même, hein, qui se manipule délicatement. On est sur un gréement de type goélette, hein, avec des mâts carbone, avec des dimensions relativement hors normes. Pour vous donner une idée, en pied de mât, on a 160 tonnes de compression par pied de mât. Pour retenir tout ça, évidemment. On utilise du haubanage qui vient du monde plutôt des ponts et chaussées. C'est des haubanages utilisés sur les ponts, extrêmement efficaces, hein. On est évidemment normé marine marchande, hein, comme avec tous les équipements qui vont bien. C'est un navire qui est quand même plus confortable que Grand Selin, qui est, vous voyez, il y a plus de place, il est aussi plus performant. Là, il a fait un Saint-Malo-New York en 17 jours, hein. Et là, le New York-Saint-Malo, il va le faire également à peu près sur le même timing, peut-être même un peu moins. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, naviguer sous voile, il y a deux énormes différences entre naviguer aujourd'hui sous voile et naviguer il y a un siècle. La techno des navires d'un côté, hein, ça je pense qu'on est tous conscients que ça a quand même sacrément évolué, technique de design, etc. Et la deuxième, c'est le routage, évidemment. Le routage météo. À l'époque, il n'y a pas de satellite, hein, donc on était un peu coincé. Et il se fait que ces deux facteurs cumulés génèrent aujourd'hui une performance logistique qui est extrêmement intéressante. À tel point que nous, on n'est même pas d'ailleurs en conteneur, hein, sur ce navire-là. On est même plus rapide sur le quai à quai par rapport à des solutions classiques. Mais il faut admettre de payer un peu plus cher. Et c'est tout le travail qu'on fait auprès de nos chargeurs, c'est de leur expliquer que oui, que ça soit un voilier, il est un peu plus court, donc oui, mécaniquement, ça génère des coûts plus élevés. Mais en revanche, côté environnemental, le bilan carbone, moins 90%. On passe, on est à peu près sur 1 à 2 grammes en moyenne, en fait, par tonne et par kilomètre. Et ce gasoil, il est juste utilisé pour quitter le port et pour arriver. C'est-à-dire qu'au milieu, en transatlantique, il y a quasiment pas de moteur. Il y a une circonstance où on va mettre le moteur quand même, hein. C'est quand on se retrouve sur des dorsales où il y a plus tellement de vent, mais que la houle de la veille est toujours là. On se retrouve avec un gréement qui a tendance à quand même bien s'agiter. Et pour le calmer, on va sortir les voiles, mettre 25% de moteur, hein, simplement pour juste créer le vent apparent et stabiliser le gréement. Mais c'est tout. Donc c'est aussi une manière de naviguer qui est très différente, évidemment. Et l'ETA, eh ben, c'est un ETA estimatif. Pour ça qu'il y a un E au début. Estimated Time of Arrival, celui-là, il est bien estimé. Donc, on a l'habitude avec nos clients chargeurs de leur dire la première semaine, c'est un ETA plus ou moins 3 4 jours. La deuxième semaine, plus ou moins 2 jours. Et la troisième semaine, on est quasiment au jour près. Et en fait, ils s'y habituent et tout va bien. C'est les logisticiens, voilà, quand ils ont fait une ou deux rotations comme ça, après ça va, quoi. Donc voilà, je vous invite à donc changer vos habitudes d'achat, à faire attention à ce que vous achetez, à considérer que l'évolution également du transport maritime est nécessaire, mais que c'est pas dramatique, hein. Ça va même plutôt être assez marrant, je pense. Il y a du plaisir en fait dans tout ça, du plaisir de navigation. Ça redonne un petit peu de sens à ce qu'on fait aussi. Et puis de toute façon, on n'a pas le choix. Donc comme ça, au moins les choses sont claires, hein. Il s'agit de prendre un petit peu plus soin de notre planète bleue, enfin, tant qu'elle est bleue, quoi. Mais bon. Allons-y gaiement et avec un peu d'optimisme quand même dans tout ça. Ça va pas être évident, mais de toute façon, on n'a pas le choix. Merci.